la projection du film Nous sommes venus de José Vieira, nous allons avoir un échange avec trois personnalités qui sont François Beaune, qui est auteur, Rosa Arburura, qui est donc enseignante, pédagogue à l'université basque de San Sébastien, et Marie Cosnet, qui est aussi autrice. Alors c'est vrai que c'est regrouper ces personnes, finalement c'est regrouper aussi du lien qui a été fait autour de cette histoire de la migration des Portugais dans les années 60. Alors migration des années 60 et aussi migration actuelle, mais on y viendra un peu plus tard. Donc l'idée est de pouvoir échanger autour des représentations qui sont nées de cette histoire de la migration portugaise des années 60, puisque autant moi je suis impliqué, puisque ce sont aussi mes origines, autant François, Rosa et Marie ne sont pas impliqués, enfin n'étaient pas impliqués, et se sont impliqués autour de cette histoire. Et donc je vais leur demander un peu à partir de quelle représentation aujourd'hui ils voient ce phénomène migratoire, puisque bon, on va employer ce mot qui est un peu trop usé aujourd'hui, mais trop usité. Je vous passe la parole. Je commence. Ça va donc, tu dis impliqué. Alors, en effet, on n'est pas. Aucun d'entre nous ici n'est impliqué familialement par l'immigration portugaise, mais impliqué. Je parle pour moi d'abord. Hein, lorsqu'on vit à côté d'une frontière, si, impliqué, on l'est forcément. Et par rapport à l'immigration portugaise, je pense que évidemment, je savais comme tout le monde que beaucoup de Portugais avaient émigré entre les années 60 et les années 70. Mais je pense que, ayant grandi à l'époque où j'ai grandi, j'ai connu la frontière fermée et puis j'ai connu la frontière d'après Schengen ouverte. Et je l'ai surtout connue ouverte. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle est de nouveau fermée, notre frontière, entre Irun et Hendaye. Et je pense que je n'avais pas du tout conscience, avant de voir de nouveau ces frontières fermées et des morts dans la Bidassoa, des morts d'aujourd'hui, des morts depuis, ça fait 1 an et demi, 9 morts en 1 an, venus d'Afrique subsaharienne. Je pense que je n'avais pas du tout la conscience que d'autres migrations étaient passées par là, par ces mêmes routes, avec évidemment les mêmes désastres. Peut-être j'avais une conscience plus grande de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, avec le passage des Juifs, mais de l'autre côté, vers l'Espagne. Voilà, ça oui, parce que ça, c'est une histoire qui a été racontée. En revanche, l'émigration portugaise qui passe sur ces mêmes lieux qui sont mes lieux de vie, un peu moins que toi, mais quand même mes lieux de vie, c'était pas une conscience que j'avais. Et en avoir pris conscience peu à peu, par le travail déjà qu'on a fait tous ensemble, et puis après par la rencontre avec Rosa et le travail de Rosa, ça a été ça le chemin. Merci. Oui, alors est-ce qu'on est impliqué moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir de la famille pour me sentir portugais. Honnêtement, je pense qu'on peut tous se retrouver, car on a ce super pouvoir en tant qu'être humain de pouvoir être en empathie, même avec des chats, ou voire avec des objets. Donc on est très très fort pour cela, et je pense qu'on peut se reconnaître dans l'autre, et donc penser le monde aussi à travers quelqu'un qui est radicalement pas soi. Alors après, l'histoire de l'émigration portugaise, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a pas été du tout enseigné. C'est quelque chose qui n'existait pas, en tout cas qui était comme dans une sorte de brouillard avant que je découvre ce documentaire vraiment par le hasard de mes recherches, en fait de ma consommation de livres et de documentaires à la bibliothèque, où je suis tombé sur un coffret de justement José Vieira qui voilà, c'est exactement celui-là que j'ai trouvé à la bibliothèque de Montreuil, je me rappelle très bien.
Non, à la bibliothèque à la frontière de Montreuil, à Saint-Cloud. Juste, et là, j'ai pris ça et j'ai découvert cette réalité. Donc je crois qu'il date de 2005, celui-là, et c'est un recueil d'un certain nombre de courts-métrages et d'un moyen-métrage de 50 minutes. Il y a plusieurs et d'ailleurs qui finit dans un village portugais, où est-ce que c'est un des trucs qui m'avait le plus ému, je me souviens quand je l'avais vu, c'est les anciens portugais qui sont là, qui sont retournés au village et qui racontent comment les sud-africains, voilà, qui sont en train de passer, ben c'est eux. Et tout le film là de 2021 ne fait que reprendre en fait la fin de ce film-là de 2005 pour expliciter encore mieux à quel point nous sommes tous finalement des animaux migrants et on passe notre temps à chercher, comme ils disent si bien, à chercher la vie, à chercher à vivre et de se sentir coincé, asphyxié, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue de tous les points de vue, politique évidemment, et ben c'est voilà, quand la vie devient invivable, et bien on prend la route. Et depuis le début de l'humanité, ça a été ça. Pascal Pic, l'anthropologue préhisto, et le raconte très très bien. C'est voilà, on est cet Homo sapiens qui prend les chemins, quoi. Et c'est après avoir vu ce film, donc c'était il y a quelques années à Montreuil, il y a 3 ans, ça m'a rappelé quand j'habitais montée de la Grande Côte à Lyon et que j'étais étudiant, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'habitais au 126 montée de la Grande Côte, qui est une rue qui était de la Croix-Rousse, qui était une rue d'un des quartiers de peuplement en fait des migrations. Et au premier étage, juste au-dessous de chez moi, moi j'étais au 2e, au premier étage, il y avait Antonio, qui était un maçon portugais qui vivait tout seul. Et avec Madame Jacquemot, qui était en face, je les entendais souvent parler parce qu'elle lui montait son vin, et elle lui montait des litres de vin comme ça, parce qu'il ne pouvait plus trop bouger, il avait du diabète, il avait les jambes très, très lourdes. Et de temps en temps, il faisait énormément de bruit, il n'arrêtait pas, il gueulait et tout ça. Il était bon. Donc c'était Madame Jacquemot qui arrivait à le calmer, et il vivait tout seul. Et puis un jour, je me souviens, Madame Jacquemot, elle a frappé à ma porte. Elle m'a dit: François, tu veux pas venir parce que j'ai peur que, je sais pas, Antonio, il répond pas. Et donc on est allé et on l'a trouvé. Il était à moitié avachi, il venait de mourir. Il était encore chaud, je me souviens. Je l'ai remis sur le lit et il est mort tout seul. Et je me souviens que quelques jours plus tard, on est allé à l'enterrement. Il y avait moi, Madame Jacquemot, et puis il n'y avait pas de famille, quoi. Il avait coupé les ponts avec le. Et voilà. Et on s'est retrouvés avec devant ce petit monticule de terre voilà, et j'ai ce souvenir, il est au cimetière de la Guillotière, le grand cimetière de la Guillotière à Lyon. Et en fait, ça m'est revenu comme ça, cette histoire d'Antonio, quoi. Et je me souviens de lui quand il se mettait à chanter aussi. C'est vrai que c'était hyper pénible. Parce qu'il chantait faux. Et il chantait souvent quand il était complètement bourré, parce qu'il buvait 4 à 5 litres de vin rouge par jour à peu près. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé de sa vie en fait. Il est rentré dans cette espèce de vieillesse, dans cette solitude. Et récemment, j'ai repensé à lui quand j'ai vu un documentaire sur la Suède et comment aujourd'hui il y a énormément de personnes âgées qui meurent seules. Mais c'est par dizaines de milliers, quoi, hein. Parce qu'ils ont complètement coupé les ponts avec leur famille, et qu'on se retrouve dans un État-providence qui semble très très bien fonctionner, la Suède, hein, comme exemple en fait d'État-providence, où finalement ils sont obligés d'avoir des établissements qui vont rechercher les morts qu'ils trouvent
morts pendant 10, 15, 20, 30 jours et ils vont devoir rechercher pour savoir si tout l'argent qu'ils ont accumulé, qu'ils n'ont pas dépensé, eh bien c'est l'État qui peut l'encaisser ou si c'est les héritiers. Donc ils vont faire des recherches d'héritiers. Bon, je digresse complètement, mais voilà. On va donner la parole à Rosa pour revenir au vivant et aussi pour quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est un peu l'histoire du Pays Basque, parce que je crois que ce lieu de passage, c'est aussi l'identité de ce territoire. Et donc à la fois identité et histoire du territoire. Mais je vous donne la parole, Rosa. Bon, eh bien, pour commencer, bon, merci beaucoup de m'avoir invité, il faut le dire. Merci beaucoup, Sandra, tout le monde. Et bon, premièrement, mon rapport avec toute cette histoire-là, c'est un rapport obligé. Parce que moi, je suis fille de la Bidasoa et des montagnes qui entourent un côté et l'autre de la Bidasoa du Pays Basque. Alors, bon, de tout petite, moi, j'écoutais chez moi, dans la famille, raconter des histoires de la contrebande. Je me suis dit, bon, quand je serai grande, moi, je veux être contrebandière. Et je n'ai pas eu la force ou le caractère, ou enfin, non. Mais j'ai écrit sur la contrebande, sur notre contrebande, la contrebande de la Bidasoa, du Pays Basque. Et bon, comme j'entendais parler de contrebande, de café, de puntillas, du tabac, de l'alcool aussi, des choses comme ça, bon, je fais des recherches sur cela. Et quand je faisais les recherches, il y a des gens qui m'ont parlé des Portugais, comme ça. Et je pensais à l'époque, ça fait des années, et je pensais à l'époque tout le monde était contrebandier à un côté et l'autre de la Bidasoa, mais je pensais que contrebandier des personnes, des passeurs de Portugais, qu'il serait quelques-uns, comme ça. Bon. Et c'est très intéressant, ça a été très très intéressant pour moi parce que les années qui sont passées dans ma vie, ils sont passés aussi pour en savoir plus. C'était vraiment un apprentissage. Et alors, voilà, je fais les recherches et je suis allée plusieurs fois au Portugal. Et au Portugal, ils me disaient que les Espagnols faisaient la contrebande qui aidait à passer les Portugais vers l'Espagne et vers la France. Et bon, je commençais à voir un peu cela et je me suis rendu compte que, bon, il y avait des Espagnols, bien sûr, qui faisaient surtout les pas de Portugal à Espagne, mais tous les trajets et jusqu'en France, en passant par le Pays Basque, c'était des Basques, des personnes qui habitaient dans les fermes, des contrebandiers, et je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes aussi, et, bon, qui n'étaient pas si peu que cela. Et c'est de là que je commençais à faire encore des recherches et voilà, je l'écris en basque et après, grâce à surtout Manuel Diaz, il a pensé que ce serait intéressant de faire la traduction en français et en portugais. Et voilà, on y est ici. Merci. Donc c'est vrai que un des points qu'on a voulu soulever en préparant un peu cette table ronde, c'était aussi la question à la fois des chemins physiques et des chemins de vie, puisque c'est les chemins finalement qui nous ont fait aussi nous rencontrer. Donc il y avait aussi cette idée très intéressante autour de la transmission. Autant François, toi, tu as pu aborder cette question en disant que cette communauté, elle était à la fois muette, elle existe,
elle est nombreuse, puisqu'on parle de chiffres jusqu'à plus d'1 million de personnes qui ont migré durant cette période des années 60-74, donc jusqu'à la fin. Et cette transmission, Rosa, toi, tu en parlais aussi parce que tu disais qu'au Pays Basque, c'est des choses qui se parlaient en famille, c'est-à-dire que c'est un enseignement de la vie de ce territoire qui faisait que on parlait des vies des personnes que l'on faisait passer. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, chez moi, oui, on a entendu parler sur la contrebande des tout petites, mes sœurs et moi. Mais c'est vrai que à l'époque, mais je veux dire, je commençais avec ces histoires-là, ça fait 20 quelques années. Et à l'époque, on n'en parle pas comme ça ouvertement sur la contrebande. Petit à petit, bon, les gens ils ont commencé à s'ouvrir et à raconter des histoires, d'accord. Mais pour le passage des Portugais, c'était un autre pas plus délicat. Et parce que c'est de passer des personnes. Mon grand-père disait à mon père, et bueno, je veux dire en basque, mutikoa, etzakela pasa ez gizonik, solas egiten dute, ez armarik ere hiltzen dute eta. C'est-à-dire, il disait à son fils, ne passez pas, ne faites pas de la contrebande, ni des personnes parce qu'ils parlent, ni des armes parce qu'ils tuent. Alors, pour parler des personnes qui ont passé des champs, des Portugais, des Portugaises, là, c'était plus compliqué. Mais c'est vrai que bon, j'ai eu la grande chance de connaître à l'avant des personnes qui ont été contrebandiers. Alors, j'avais un peu, et d'en parler beaucoup avec eux et avec elles. Et alors, la porte était un petit peu ouverte. Et là, c'est vrai, bon, j'avais parlé avec un monsieur qui avait été passeur. C'était très intéressant comme entrevue, mais il m'a dit qu'il ne voulait pas que j'écrive à son nom. Alors bon, bien sûr, je n'ai pas écrit à son nom. Mais c'est intéressant dans le... Non, je n'ai pas écrit. Ouais. Ça, c'est une autre question. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand on a un récit super intéressant et qu'on nous demande de pas le... Eh bien, on ne le fait pas. Ou alors on le fait, mais c'est compliqué. Non, on ne le fait pas. Et non, ce que je voulais dire par rapport au proverbe que tu as cité en basque d'abord et traduit, c'est de mettre sur le même plan la parole et les armes. Ça veut dire les deux sont aussi dangereux en fait. Parler, c'est aussi dangereux qu'une arme. Enfin, c'est une arme en fait. Et sur ce que tu dis, alors sur plus précisément le passage au Pays Basque, les routes que tu décris dans le passage clandestin des Portugais par la frontière du Pays Basque, sont exactement les routes qui sont aujourd'hui utilisées par les subsahariens, par les subsahariens essentiellement, puisque les Marocains, les Algériens ont un peu une autre route, parce qu'ils ont... Alors ça aussi, c'est encore un sujet à côté, une parenthèse, mais qui n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que les subsahariens n'ont pas de passeurs, de guides, comme était Ottilia, par exemple, ou d'autres passeurs qui sont dans le livre, n'ont pas de guide qui les amène vraiment d'un point A à un point B, mais ont ont connaissance, parce qu'on leur a dit, parce que des gens font le travail à Irun, par exemple, ou ailleurs, mais un travail qui n'est pas physique, en fait, qui n'est pas géographique. Ça veut dire que c'est par WhatsApp, c'est par photo, c'est en mettant des points sur des cartes, etc. Et en mettant aussi dans la montagne, et c'est exactement les routes des Portugais, c'est exactement les mêmes routes, des balises. Je ne sais pas si tu sais ça, mais en ce moment, il y a des balises dans la montagne, jusqu'à sortir à Biriatou, hein, c'est exactement la même route, ou alors à Urugne, des balises qui sont dans la montagne. Voilà. Et du coup, de considérer ça, et je trouve que de lire ce texte-là, et puis aussi de le comparer, peut-être, même on ne compare que les choses qui ne sont pas comparables, et de le comparer au passage de frontières aujourd'hui,
met en avant en fait le travail des passeurs, qui est un vrai travail, comme tu le dis, que tu l'origines dans la contrebande, et c'est vrai, parce que le passeur, c'est celui qui connaît un côté et l'autre côté. Ça, c'est celui-là qui peut faire passer. Et le contrebandier, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la même chose, les passeurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont sauvé des gens, ils se faisaient payer aussi. Parce que aujourd'hui, il y a une espèce de... Dans les milieux qu'on connaît aussi, hein, dans les milieux militants aussi, en fait, sur la gratuité que devrait être ce geste-là de la solidarité. Simplement, cette solidarité, bien sûr, évidemment, moi par exemple, si jamais j'aidais quelqu'un, je ne me ferais pas payer, c'est évident. Mais pourquoi? Parce que je vais le faire une fois, le jour où ça m'arrange. Le jour où je sais que, par exemple, je ne vais pas avoir un repas important le soir, c'est pas grave si je suis arrêtée, etc. Voyez, donc je vais le faire une fois quand je peux. Le passeur, il le fait quand il faut. C'est ça la différence, en fait. Nous, si on a le courage un jour de faire passer la frontière à quelqu'un, on va le faire le jour où ça ne va pas trop nous déranger d'être arrêté si jamais on doit être arrêté, sachant qu'on ne risque pas non plus grand-chose. Hein. C'est pas ça. Mais quand même, le désagrément d'être arrêté et donc de ne pas suivre son emploi du temps. Tout simplement, si j'ai du travail le lendemain, je ne vais pas y aller. Si je dois prendre le train pour venir à Poitiers, je vais pas le faire. Alors que le passeur, il va le faire. Non pas parce que aussi parce que ça devient... Et après, petit à petit, ça devient son travail. Et je voudrais dire une chose, et oui, ça devient quasiment son métier. Et une chose, aussi, je pense à quelqu'un aujourd'hui qui, à notre frontière, la nôtre, commune, depuis 2020, un jeune homme qui a été... qui est ivoirien, qui est au Pays Basque, qui vit au Pays Basque avec des papiers, etc. Et qui, après la mort de Yaya Karamoko, qui est mort dans la Bidassoa, un jeune homme ivoirien qui est mort dans la Bidassoa au mois de mai 2021, ce jeune homme ivoirien qui était dans une famille à Bayonne, etc., s'est mis à aller de l'autre côté en voiture. Il avait une voiture et puis à passer plus ou moins, je ne sais pas comment, peu importe. Bon, finalement, il a été arrêté. Je ne sais pas si tu sais cette histoire. Parce qu'il a été arrêté et il a expliqué une chose. Il a été relaxé. C'est une histoire qui s'est bien passée. Mais il a expliqué une chose qui est hyper intéressante et à laquelle on ne pense jamais. C'est qu'au départ, il a voulu il faisait passer les enfants et les femmes avec des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui passent avec des enfants et des valises, etc. Alors, en priorité, il faisait passer les femmes et les enfants. Et il s'est retrouvé dans cette situation où il ne leur demandait pas d'argent au début, mais ce sont des femmes qui sont toujours en lien avec des proches de la famille qui est déjà en France ou de la famille qui est au pays. Et les gens qui étaient au pays ou qui étaient en France et qui les conseillaient, avec qui elles étaient en relation, et c'est bien normal, leur disaient non, tu payes. Non, il veut pas que je paye. Ah non, tu payes. On ne veut pas savoir. Tu payes parce que si tu ne payes pas, qu'est-ce qu'il va te demander en échange? On a la dette, en fait. C'est terrible. Et du coup, les gens préféraient payer. C'était pas très cher. Hein, c'était 50 € pour faire Irun-Bayonne. Franchement, c'est le prix d'un taxi. Donc, c'était pas non plus une chose. Voilà. Donc, tout ça pour un peu travailler sur la figure du passeur d'une autre manière que. Et après, la dernière chose, mais pour plus tard, c'est ce que tu racontes pour ça qui est super intéressant. C'est les femmes passeurs qu'aujourd'hui on connaît pas du tout. Mais il y a un personnage là qui s'appelle Ottilia et qui est un personnage génial de passeuse que j'aime. Voilà, pardon. Je voulais juste, pour rajouter, c'est vrai, à ce personnage complexe, en fait, qui est le passeur. C'est vrai je pense qu'on a en tête le passeur libyen, méchant, une sorte de Rastapopoulos de Tintin, qui, voilà. Et parmi par exemple, quand j'étais à Chambéry, j'ai rencontré pas mal, et quand j'étais dans le Jura à Saint-Claude, de la communauté portugaise qui me racontait que le passeur, en fait, je demandais à chaque fois comment ils sont arrivés, comment ça s'est passé. Le passeur, c'était celui qui a déjà passé. Et donc, en fait, quand il retournait au pays, comme il savait comment passer, eh bien, il emmenait les gens de son village et il leur montrait comment passer.
Donc c'était à la fois, il devait y avoir un savoir-faire au niveau précisément de la frontière avec des passeurs du coin, mais il y a aussi un savoir-faire en fait du passeur qui est le clandestin au départ aussi. À mon avis, le passeur, c'est celui qui a l'expérience du passage. Et donc, c'est aussi ça. Et c'est quelqu'un qui va donc reproduire cela parce que aussi il rentre au pays. Alors ça, c'est dans le cadre de l'émigration portugaise. Mais je pense que ça a vérifié. Mais est-ce que, ouais, pour d'autres, pour des pays qui sont plus lointains, ça paraît plus compliqué. Mais il y a, voilà, est-ce que cette définition-là du passeur, je ne sais pas comment vous voyez ça Bon, à l'époque de, voilà. Oui, non plus près. Hein? Ah. Et, à l'époque de passage des Portugais, aux années 60, où je fais les recherches, et les passeurs étaient un Portugais qui était passé avec un passeur basque, disait des professionnels. C'est-à-dire, ils travaillaient sur cela. Mais normalement, ils n'étaient pas seulement des passeurs, mais aussi ils travaillaient dans d'autres travaux, pour ne pas être suspects de contrebande. Et d'une part, ils étaient comme ça. Des fois, je leur disais, non, comment on fait de travailler la nuit en faisant de la contrebande ou en passant des personnes, et après, bon, on travaillait d'une autre façon, non? Bon, ils sont costauds, hein, les Basques. Bon, et après, c'est vrai aussi qu'il y a des passeurs, à l'époque aussi, et je vais vous lire, qui étaient des Portugais. Et il n'était pas beaucoup, mais il y en avait. Par exemple, dans le journal Basque Clair du samedi 2 mars 68, les services de police d'Irun ont démantelé un réseau de passeurs de Portugais. Plusieurs arrestations ont été opérées, dont celle d'un trafiquant, lui-même portugais, porteur d'un revolver et qui était plus spécialement chargé de procurer des faux passeports aux candidats de l'immigration clandestine. Et selon certaines indications, les passeurs exigeaient 15 000 pesetas pour chaque Portugais qu'ils convoyaient jusqu'à la frontière française. Voilà, c'est le cas des passeports, et comme on a pu voir dans le film de José Beira. Pour rebondir un peu sur cette question du passeur, il y a effectivement une économie qui est autour d'un échange de services. Cette économie, elle existait aussi au Portugal, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de préparation avant le passage, et qui faisait une économie au niveau du Portugal, puisque c'était les lieux de rassemblement où les passeurs venaient chercher, notamment des auberges, des fermes, des choses comme ça. Et il y avait aussi des commerces qui servaient effectivement à la fois d'usurier, où il était possible de placer son argent d'une certaine manière pour pouvoir passer. Et donc après, bon, on rentre un peu dans la question de l'anecdote, mais qui n'est pas tant que ça, puisque c'est la question de la photo déchirée, qui sert de message pour effectivement venir indiquer que le passage s'est réellement passé. Donc, puisque la photo est déchirée, et elle est reconstituée pour venir confirmer à l'origine que le passage s'est effectué. Juste sur la photo déchirée, aujourd'hui, c'est pas du tout par photo déchirée que ça fonctionne, mais il y a des garanties aussi qui existent, parce qu'on se représente l'immigration contemporaine avec des passeurs, comme tu l'as dit, sortis de Libye, etc. Mais même aux endroits où il y a beaucoup de morts, c'est-à-dire en quittant la côte libyenne ou la côte tunisienne ou la côte marocaine, même à ces endroits-là, ce qu'on appelle les passeurs, c'est un peu idiot de dire passeurs parce qu'ils ne font pas passer, parce que de fait, ils ne sont pas sur les bateaux, mais
c'est tout un système, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui recrutent, il y a des gens qui aident à... Il y a énormément de monde. Le passeur, on ne sait jamais qui c'est dans l'histoire. C'est celui qui a le contact avec les gardes-côtes, qu'il paye aussi, et tout le monde est un petit peu payé, etc. Et c'est pour ça que les voyages sont chers. Mais tous ces gens-là réunis, tous ces gens qui font un système en fait, de passage réunis, même eux, ils n'ont absolument pas intérêt à ce que les gens meurent, en fait. Parce que, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans un système capitaliste de profit et que s'ils veulent continuer à faire du profit, bah, ils ont intérêt à ce que les gens arrivent vivants. Donc en fait, même si les gens arrivent morts, parce que c'est évidemment que ça arrive et c'est quasiment tous les jours, c'est pas parce que les personnes sont escroques en fait, c'est parce que ils ne connaissent, c'est pas des gens qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, c'est pas des gens qui ont le temps d'organiser les passages quand il faut. C'est parce que, voilà, en ce moment au Maroc, c'est parce que les gens au Maroc sont extrêmement chassés des villes côtières et que la peur, c'est de ne plus pouvoir passer après avoir investi énormément. Et alors on y va, etc. Et donc, sur la photo déchirée, bien sûr que ça n'existe plus, mais il y a tout un tas de systèmes de garantie qui existent comme ça. Ça veut dire que les familles qui sont déjà arrivées et qui ont un proche qui est en train d'arriver ont une reconnaissance de dette, voilà. Et lorsque la personne est arrivée, par photo, par WhatsApp, montre qu'elle est arrivée, et à ce moment-là, seulement le paiement se fait. Ça arrive comme ça aussi. Du coup, c'est pour dire qu'à chaque fois, des choses comme ça se sont inventées. Et le même système qu'au Portugal, la même chose pour les Turcs en Allemagne. La photo déchirée, ça fonctionnait aussi de la même manière. Les Turcs qui partaient en Allemagne. Et bon, pour ajouter un peu, et, comment vous dites, les passeurs qui sont avec la tête méchante et tout ça? Oui. Des passeurs d'héros. Il y en avait. Il faut pas dire que tout le monde était super et tout le monde, voilà. Hein. Il y avait des escrocs et Pereira, il dit, les passeurs n'étaient pas ni des héros ni des escrocs. Et moi, tout de suite, j'ajoute et je dis que, mais il y en avait des héros et aussi des escrocs. Et dans le livre, il apparaît les témoignages de monsieur Mirambeau, il est décédé, et qui travaillait à la SNCF à l'époque à Hendaye. Et je parlais avec lui à l'époque, et il me disait bon, qu'il arrivait, monsieur, et le portrait qu'il faisait de ce monsieur-là, alors c'était horrible. Et sûrement, je le crois, il serait comme ça. Eh bien oui, qu'il y avait plein de poignons, il était chaussures, comment on dit, sale, et avec bon, c'était un passeur, peut-être, je ne sais pas. Bon, mais au moins, il avait aidé à aller, ces Portugais-là, juste en Daille. Il y avait d'autres passeurs, soi-disant passeurs, qui ne faisaient pas bien son travail. Et il disait, bon voilà, les Portugais savaient qu'il fallait passer un pont, il fallait passer une rivière. C'était la Vidasoa pour aller en France. Mais j'ai écouté des témoignages à Saint-Sébastien, à Lesaca, où il y a une rivière, et des passeurs qui ont dit, voilà, et là, il faut passer la rivière, et c'est la France. Et ce n'était pas ça. Hein, alors, mais si on compte que à peu près, bien sûr, on ne sait pas parce que c'était des clandestins, mais 1 million de personnes sont passées par notre frontière, je pense et j'espère, je veux croire que des escrocs, ils étaient les vilains, là, ils étaient les moins des passeurs, j'espère. Hein, mais il y a eu des tragédies, bien sûr, et voilà, ils sont écrits. Et pour le recrutement, c'est vrai, ça a commencé au Portugal. Et je veux dire, les cas, par exemple, j'avais entendu parler d'une femme qui s'appelait Alcira.
Et ils m'ont raconté, mais au Pays Basque, ils m'ont parlé d'Alcira. Et quand on est allé au Portugal, à Quadraçais, je me disais, c'était à Quadraçais, et on a parlé avec des personnes là-bas, et ils m'ont dit, eh ben oui, Alcira, et ils m'ont montré chez elle et tout ça, où les Portugais allaient pour régler les comptes et tout ça. Et c'est une femme qui faisait de la contrebande. Bon, je ne sais pas si c'est un peu novelesque, mais il disait qu'elle partait à cheval et qu'un de ses enfants, elle l'a eu à la montagne un soir, alors je ne sais pas. Et il disait ça. Et aussi, parce que j'ai essayé, et ça m'a donné beaucoup de satisfaction, de faire un peu les choses qui m'ont compté au Pays Basque, d'aller après faire le chemin, les vérifications et de pouvoir trouver ces personnes qui m'ont dit, les Basques, qui étaient en connexion. Non? Et des fois, j'ai réussi. Et par exemple, il y avait une femme, Isabelle, qui s'appelle Tina. Tina, au Portugal, elle travaillait avec une femme de Sanabria qui s'appelle Gela. Et Gela, les Portugais allaient chez Gela. Et Gela, des fois, elle accompagnait les Portugais au train de là-bas, de Sanabria. Et du train, ils arrivaient, les Portugais, à Irún. Mais Gela allait en voiture, elle n'avait pas de permis de conduire, elle allait en voiture à Irún, elle recevait les Portugais et les Portugais avec Gela allaient dans un bar qu'on connaît très bien, de monsieur qui était de montagne, et avec lui ou avec Gela, passer après la frontière. Alors, c'est vrai que tout, il y avait tout commençait, mais avant, ce n'était pas seulement les passeurs. Je suis d'accord, non? Et je trouve que c'est intéressant de le dire. Et la photo de Chéré, pour finir, et oui, c'était comme ça. Il fallait quelque chose, parce que Ottilia me disait que avant, bon, il y avait des fois où les gens ne faisaient pas bien le travail, mais ils restaient avec l'argent. Et alors, il fallait faire quelque chose. Et c'est là qu'ils ont pensé que la photo déchirée, c'était une bonne méthode. Maintenant, c'est différent, c'est tout à fait différent. On a le WhatsApp, les choses, les jeunes, ils savent très bien comment le faire. Mais bon, il y a des différents codes selon les temps. Je crois que justement, enfin, pour recontextualiser, peut-être, c'est vrai que on est dans les années 60-70 et on est sur deux dictatures, au Portugal et en Espagne, qui sont installées. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement sur leur fin, puisque c'est 74 au Portugal, 75 en Espagne, mais ce sont des dictatures, il y a un silence. Donc finalement, tous les gens qui ne vivent pas en accord avec la dictature, ils peuvent avoir des liens avec tout ce qui peut être lié, soit de la contrebande, puisque on est aussi sur des questions de subsistance alimentaire à certains moments. C'est du passage de produits alimentaires, et c'est à la fois une économie, mais c'est aussi une culture qui est alternative à la question, au poids de la dictature, à la chape, et qui certainement a aussi participé à une solidarité entre les deux pays, peut-être pour voir les choses aussi qui ont des points communs culturels, et c'est aussi une solidarité, puisque économiquement, c'était deux pays qui étaient dans une situation très précaire, le Portugal et l'Espagne à ce moment-là. Donc je pense que ça a pu aider aussi à ce que ce système s'installe et qu'il ait une forme, alors peut-être que le mot est trop fort, une forme d'éthique, des codes de fonctionnement, de pas nuire. Alors bien sûr avec ces escrocs comme ça a pu être... mais moi ça me fait rebondir aussi sur ce que tu as pu dire, François, sur la question du silence. Puisque finalement on est dans un monde du silence, que ça soit du fait des régimes politiques, au Pays Basque aussi parce que c'est la question de la contrebande. Alors au Portugal elle existe aussi, hein. Mais il y a cette chape, et je pense qu'il y a aussi, on le voit un peu dans le documentaire, on voit ces gens en habits
du dimanche. Et c'est des gens extrêmement modestes, mais ils ont soit les chaussures en cuir, soit la veste blanche. On en parlait avec Rosa tout à l'heure. Mais ils ne sont pas équipés pour traverser les Pyrénées, ils ne sont pas équipés pour ça. Alors bon, là on voit le passage du train, mais on voit cette... donc je pense qu'il y a une question à la fois d'humilité, de situation un peu douloureuse. Alors peut-être que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui on n'en parle pas. Moi je voulais rebondir sur... toujours pour essayer de complexifier un peu la figure du passeur. Je trouve que c'est intéressant vraiment de se poser la question. On peut aller loin parce que le passeur, le mot est très beau, je trouve, d'une certaine manière. Récemment, j'ai vu un documentaire qui s'appelle La vie devant nous, de Frédéric Lafont. J'y retourné. Et ce documentaire raconte comment un certain Félix Maura, qui était un officier de l'armée française, pied noir, a organisé le recrutement en masse de jeunes Marocains pour aller peupler les mines du nord et de l'est de la France. Et donc, les gens disaient dans le village, tous les villages qu'il a arpenté du Maroc, Maura veut, Maura a. Et c'était... Alors, il a été présenté aussi un peu comme un esclavagiste. Il arrivait et il choisissait, il regardait, il tâtait les peaux, il regardait les dents, il mettait des tampons sur les corps des gens. Il les recrutait parce qu'il avait besoin d'une force de travail. Donc, il recrutait les hommes costauds en forme, quoi, hein. C'était ça, c'est son critère. Et qu'ensuite, il envoyait à la mine. Et on pourrait voir ça comme... Donc là, je parle du passeur légal, hein, finalement. Hein. C'est quelqu'un qui est payé par un État pour, finalement, organiser l'exode en masse. Hein. C'était 80 000 personnes qui ont été recrutées par ce Félix Maura. Et en fait, quand les anciens, par exemple Arsène Tagamini, qui est en fait le père de la sociologue qui est tout le long du documentaire qui est interviewé, lui dit, mais alors que c'était pas trop dur, etc. Les hommes, eux, quand ils avaient le tampon qui était tamponné sur leur corps, ils étaient fiers, ils étaient contents d'avoir ce tampon, parce que ça leur donnait le droit à un ailleurs, ça leur donnait le droit à l'espoir de quelque chose qui est autre que, comme disait le type dans le documentaire de Vieira, et on avait le droit à l'espoir, on avait le droit de partir, quoi. On pouvait aller quelque part. Et il n'y a rien de pire que cette espèce d'asphyxie, d'immobilité, de ce sentiment d'être coincé. Hein, et donc, cet esclavagiste était aussi un libérateur d'une certaine manière. Et c'est toujours, je pense, un truc complexe dans tous ces mouvements migratoires de qui est la cause, qui est la conséquence, qui est... Et voilà. L'ancien Larsen disait à sa fille, mais t'es pas contente d'être ici? Tu vois pas la chance qu'on a maintenant? On a l'éducation, on a la santé gratuite, quoi. C'est pas rien. Au Maroc, on n'a pas tout ça. On n'est pas libre au Maroc. On est sous une royauté qui est une dictature. Et ils vivent en HLM à Saint-Denis et ils sont hyper heureux. Et lui, Larsen, il a réussi sa vie. Il a vraiment réussi sa vie. Et je ne pense pas que ce soit tous les anciens là qui sont interviewés. Alors peut-être que voilà, ils ont fait 15 ans de mine. Après, les mines ont fermé. Après, ils sont allés s'embaucher en banlieue parisienne dans les usines. Mais ils ont réussi à créer une famille. Ils ont des enfants qui réussissent, qui sont tout à fait adaptés, intégrés et qui ont des métiers qu'ils choisissent. Et ils ont l'impression d'avoir fait exactement le bon choix. Et si le même Félix Maura revenait, eh bien, en toute conscience, il continuerait à accepter le tampon, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, je veux dire
Est-ce que c'est un passeur pour vous? C'est peut-être pas ça aussi. C'est peut-être que Non, c'est pas un passeur. C'est comme tu dis, c'est un recruteur légal. C'est exactement la même chose que les visas temporaires, par exemple, pour les femmes qui viennent du Maroc aujourd'hui, qui travaillent aux fraises à Ouelba. Elles ont le droit de venir 3 mois pour travailler. C'est exactement ce que tu dis. Oui, en effet, une ascension sociale, parce que ça va déplacer des choses dans leur vie, parce qu'elles vont être celles qui ramènent de l'argent, et du coup, ça change aussi dans le genre. Ça transforme des choses aussi. Mais ce n'est pas un passeur, puisque le passeur, c'est celui qui transgresse, en fait, qui passe, qui fait franchir. Et il transgresse. Celui-là, il ne transgresse pas. Il profite d'un système, ce qui est ni bien ni mal, parce qu'il permet aussi des choses. Hein. C'est pas du tout un jugement moral, hein, mais je pense que c'est un peu différent. Je pense que Monsieur Morin... Le passeur, c'est celui qui transgresse, c'est celui qui est dans l'illégalité. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des passeurs, il y a des passeurs légaux. Hein. C'est pour ça. Non, oui, mais là, je pense que quand on parle de passeur, c'est celui qui fait franchir une frontière. Ça veut dire transgresser, passer outre, passer au-delà, passer de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a... Et c'est pour ça, souvent, que les passeurs sont les anciens contrebandiers. Ils ne sont pas anciens, d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette espèce de... On dit traite d'êtres humains, etc. Parce que l'être humain, c'est exactement ce qu'a dit Rosa, serait assimilé à de la marchandise, en fait. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Mais le passeur, il est... Le micro. Je vous donne le micro. La question de la marchandise, même si ce sont des personnes qu'elle parle, qui sont des gens. C'est curieux et Rosa, elle parle aussi de ça dans ce livre que j'ai lu, c'est qu'on appelle les personnes carneiros, borregos. C'est la marchandise. En effet, c'est bien sûr que c'est pour n'être pas évident, parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il avait des personnes là-bas, mais en ce cas-là, c'est marchandise, la marchandise. Et les personnes avec lesquelles j'ai parlé, elles me disent ça. Même si elles étaient des enfants et des petits-enfants, ils ont gardé pas seulement l'image, mais le mot. Nous étions de borregos. Même le passeport, c'était le passeport de lapin. C'est toute une... Ce sont les mots. Les mots sont un... Du lapin. Ils étaient clandestins et lapin sautait. Ils sautent. C'est faux. C'est faux. C'était quelque chose que c'était clandestin aussi. Et en effet, ça interroge plus la fermeture des frontières que quoi que ce soit d'autre, en fait. La question, c'est celle-là. C'est la question d'un moment donné. Parce que quand même, si on veut situer historiquement, en 1960, vous dites si je me trompe, mais c'est par le bouche à oreille que quelqu'un sait au Portugal qu'un patron français peut le recruter en France, par exemple, et avec un contrat de travail, avant 1960 en tout cas, les gens peuvent passer. C'est en 60 qu'il faut un passeport pour passer et que le passeport est difficile à obtenir parce que si on n'a pas fait son service militaire qui dure 4 ans, je crois, et si on a refusé de partir en Angola, faire la guerre, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas de passeport pour passer. Du coup, c'est toute cette question politique en fait et historique qui se pose, plus je trouve que la réponse qui est celle des personnes qui se trouvent là et qui accompagnent plus ou moins honnêtement, mais de toute façon toujours illégalement, le salto. Alors, et oui, parce que, excusez-moi, seulement parce que le passeur, d'habitude, bien sûr, vous avez dit contrebandier et passeur. C'est la marchandise, c'est un autre. Ce sont les personnes. Mais là, c'est pas seulement ça. Ce que je voulais dire, c'est que les passeurs, qui étaient contrebandiers aussi, ils étaient orgueilleux d'être bons passeurs. Une grande partie de ces passeurs, ils étaient orgueilleux parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils disaient, j'ai construit une belle maison, j'ai un commerce. Les contrebandiers, quelquefois, au moins les Portugais que j'ai interviewés au Portugal, ils sont devenus riches pour l'époque, mais ils étaient orgueilleux de passer les personnes honnêtement parce qu'ils ont gagné de l'argent, mais ils ont ouvert la porte aux autres pour gagner de l'argent. Ça, ils étaient...
Parce que Juste pour revenir à ça, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que vous parliez d'une sorte d'économie du passage où il y a le restaurant, le bar, donc il y a plein de formes finalement légales autour peut-être d'un acte au milieu qui va être illégal, mais par exemple les Portugais de Saint-Claude qui me racontaient le passage, le père de José me racontait son père quand il est arrivé en 67. Il est arrivé et il ne savait pas où il allait aller. Et il est arrivé, il a passé la frontière et là, juste derrière la frontière, il y avait le bureau de recrutement. Donc il est allé directement, après avoir fait cet acte illégal de passer la frontière, il était recruté légalement par l'État français qui lui a dit, il y a deux possibilités pour toi, soit tu vas à Bourg, parce qu'il y avait du boulot dans une usine à Bourg, je ne sais pas pourquoi, soit tu vas à Saint-Claude en métallurgie. Donc il y a toutes sortes de... Enfin, je veux dire, ça interroge davantage l'hypocrisie en fait des États que quoi que ce soit d'autre. Parce que c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tous les gens qui risquent leur vie sur l'océan Atlantique ou en Méditerranée, ceux qui arrivent, les survivants, ils ont tous du boulot. Et on les attend, et de plus en plus. Enfin, c'est un peu juste une continuité par rapport à ça. Dans le contexte, à l'époque, il y a eu des accords entre l'État français et le Portugal. C'est-à-dire que nous, on attribue une illégalité parce qu'il y a un passage qui ne se faisait pas dans la règle qui était instituée, mais la règle instituée par les États, c'était bien d'accueillir de la main-d'œuvre. Et il y a eu des accords ministériels, et on le retrouve dans la dictature de Salazar face à l'immigration. Et Victor Pereira, il nomme les accords. Il nomme les accords qui ont été passés entre... Alors effectivement, entre les accords et l'obtention des passeports, il y a eu cette économie intermédiaire qui faisait que il y avait un risque à passer. On pouvait être arrêté, mais en même temps, enfin, si moi je reprends l'histoire de mon père, il s'est fait arrêter sur la route, il était dans un camion en France, et ce sont les gendarmes qui ont orienté mon père vers la ville de Niort, puisqu'il y avait des travaux à faire. Et il est arrivé dans une communauté portugaise d'hommes aussi. Et, même chose à Bordeaux avec Otilia. C'est elle qui est arrêtée, mais les Portugais qui sont avec elle, oui. Il y avait des accords, c'est vrai, mais je ne sais pas à quel point les Portugais qui voulaient passer, ils savaient de ces accords-là. Alors, ils continuaient à faire le passage clandestinement. Et je ne sais pas non plus à quel point les passeurs basques, ceux qui étaient des paysans, ils savaient de ces accords-là. Bon, peut-être qu'ils savaient après, mais je ne crois pas. Je pense que ça va, j'ai pas besoin de micro. C'est pour l'enregistrement. Pour la postérité. Oui, et je pense que c'est pas juste que les Portugais ne savaient pas qu'il y avait ces accords, c'est également qu'ils se méfiaient des accords. Parce qu'un accord passé entre un État qui était un État répressif et un autre qui était un État inconnu, on se méfiait de ces accords. Et c'est pour ça qu'on continuait à passer clandestinement et à essayer d'utiliser les passeurs et de se servir de ces chemins de silence, parce qu'on avait peur. Moi, je pense que, prenons la chose de façon plus globale que juste celle des passeurs. Toute cette question de la migration, on peut la dire à travers la peur et à travers le vécu de ceux qui ont traversé. Il y a des exemples qui fuyaient, qui avaient absolument besoin de fuir, mais aussi à travers la littérature. Et tout à l'heure, on a parlé de silence, mais la voix de la littérature au Portugal dans les années 60 était fondamentale
fondamentale des années 50 et 60, ce qu'on appelle le néo-réalisme, et qui est un peu issu du réalisme socialiste de l'Union soviétique, et qui disait tout ça. Il y a énormément de romans sur les passeurs et sur cette réalité du salto. Torg en parle dans ses nouvelles, etc. Et puis il y a le côté aussi contestation. Parce qu'il y a une contestation immense de la part des étudiants, et pas que des étudiants. Et c'est intéressant, on est à Poitiers, et Poitiers était un lieu de passage fondamental. Il y avait une famille ici à Poitiers, que j'ai eu le plaisir de connaître et de bien connaître, une famille qui accueillait des gens à Poitiers, et qui a accueilli non seulement des immigrés, mais aussi également des exilés politiques, qui a accueilli Suarez, qui est devenu ensuite Premier ministre et président de la République. Et donc, je crois qu'il y a ces différentes dimensions. Il ne faut pas oublier celle de la littérature aussi, qui a effectivement joué un rôle important et fait connaître, même s'il y avait la censure, évidemment, mais fait connaître cette réalité. Et puis la contestation des étudiants. À Coimbra, on a eu notre mai 69. Une année après 68, et c'était exactement au moment fort de ces passages. Oui, évidemment, Manuel Alegre, le poète, le grand poète, qui est toujours le grand socialiste, évidemment, c'est un des poètes qui a chanté effectivement ce passage, l'immigrant, et lui-même, il a séjourné à Poitiers. Alors, quels sont les livres sur le salto qui ont été écrits sur les passeurs, les livres portugais? Il y a des contes de Torg, par exemple. Oui, on a d'autres, mais je ne peux pas passer la parole. Par exemple, il parle exactement de contrebande entre Fronteira et Fuentes, des contes de la montagne, par exemple. Mais par exemple, au journal intime de Miguel Torga, en chair vive, qui a été traduit par Claire Quéron, il parle des émigrés qui étaient ici, et quand ils allaient au consulat pour faire ses papiers, pour se régler, comment ils étaient traités, un petit peu comme des animaux aussi, des animaux. Et en effet, l'épigraphe de A Terra do Chocolate a commencé par ce extrait du diario de Miguel Torga, parce qu'en effet, oui, il est très important, pas seulement pour l'immigration française, mais aussi du Brésil, parce qu'il a été immigré aussi au Brésil. Bernardo Santareno, oui. Plus immédiatement accessible, hein. On le jouait n'importe où, clandestinement, avec des acteurs qui n'étaient pas des professionnels. Et il y a des pièces de théâtre, je ne peux pas dire des titres comme ça tout d'un coup, mais comme d'un auteur qui s'appelle Santareno, par exemple, qui a joué des rôles importants aussi dans à cette époque au Portugal, les années 60 surtout. Hein. La chanson, évidemment. Tout à l'heure, vous parliez de la parole et des armes. Il y a un poète qui chantait et qui disait effectivement la chanson est une arme. A cantiga é uma arma contra a burguesia. La chanson est une arme contre la bourgeoisie. Et c'était chanté partout au Portugal. Hein. Je m'excuse d'avoir chanté. J'avais promis que je chanterais, voilà. Le fado, mais bon. Voilà. Tiens, voilà, merci. Voilà. Ils arrivent, le micro, ça va. Merci.
Oui, pardon, excusez-moi. Non, je disais juste que la chanson qu'on entend dans le documentaire, c'est une chanson extrêmement connue sur cette réalité de l'exil, de la migration, etc. Et c'est peut-être ce que les gens connaissaient aussi le mieux, la plupart de ceux qui ne lisaient pas. Après, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais l'idée, elle est bien autour de qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment retravailler cette mémoire, parce que on voit qu'il y a plein de données, d'éléments qui sont, alors qui se complètent, parce que par rapport à ce que vous dites et de la culture, en même temps, on a une immigration d'analphabètes et d'illettrés. Et qu'effectivement, on est plus sur une culture orale que sur une culture de l'écrit. Et qu'en est-il vraiment dans cette migration qui quand même va concerner presque 1 million de personnes ou plus d'1 million de personnes? Alors après, aujourd'hui, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un auteur et une autrice autour de cette table et dans la salle. Je voudrais dire seulement un mot parce que au début, quand vous avez commencé à parler, je crois que c'est très important la question du silence et que tu ne connaissais pas la réalité de l'immigration portugaise en France et le silence et tout ça. Mais au Portugal, si on parle, et Christine était en train de parler, et moi aussi, si on parle de ces intervenants et de ces personnes, et même ce mouvement politique, et des écrivains, et des poètes, et des exilés qui sont venus en France, maintenant, et quand j'ai commencé, par expérience, quand j'ai commencé à présenter au Portugal la terre du chocolat dans des écoles, par exemple, c'était pas seulement les enfants, mais les personnes en général. Quand on a commencé une autre fois à parler de l'immigration portugaise au Portugal, les personnes ne connaissaient pas ce thème. Et ça, c'est une chose, c'était la mémoire. Et José Vieira, il est très important en ce qui concerne les films. Très, très important. Il a vécu l'immigration, mais il a montré l'immigration aussi au Portugal, qu'on ne la connaissait pas. Et quand je présentais ce livre aussi au Portugal, surtout dans des écoles, mais aussi dans le musée de l'immigration et tout ça, les professeurs, la plupart des professeurs, des enseignants de l'école secondaire, ils étaient aussi des fils ou des grands-fils des immigrés, mais ils ne parlaient pas de ça. Et moi aussi, j'ai commencé à parler très tard de l'immigration. Parce que, et comme Tine dit, la fille que j'ai montrée hier, cette photo qu'elle a vécue dans ce bidonville, elle aussi, elle a été enseignante à Coimbra, du portugais français. Elle a étudié à Coimbra, à l'université de Coimbra. Et elle n'a jamais parlé avec ses collègues à propos de l'immigration, ce qu'elle a vécu, combien de temps elle est passée au bidonville, parce qu'elle croyait que personne ne la comprendrait pas. Parce qu'au Portugal, les mages qu'on a, on l'appelle les avec, les avec, ils avaient eu du succès. Parce qu'ils venaient avec les voitures, ils ont construit des belles maisons et tout ça. Ils ne parlaient pas aussi de cette réalité. Ça, c'est le problème. Et quand vous avez dit qu'à l'école, personne, vous n'avez pas étudié l'immigration, ce qui se passe aussi, ça change un petit peu. Parce que je crois que les professeurs au Portugal, les enseignants, sont en train de faire ce travail maintenant. Mais on n'étudiait pas l'immigration aussi. J'ai étudié là-bas, j'ai fait mon université au Portugal. Mais on ne parlait pas de cette histoire contemporaine. Et pas l'immigration, c'est marginal. Ce n'est pas seulement les passeurs qui sont des marginaux. Ce thème, c'est un petit peu marginal. Je me rappelle toujours de Maria Beatriz Rocha Trindade, qu'elle a fait son doctorat sur l'immigration. Et elle disait que même à l'université, parce qu'elle est professeure cathédratique de l'Université Aberta, à Lisbonne, et on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème de l'immigration?
Maria Beatriz Rocha Trindade. Rocha Trindade. Elle a vécu aussi en France. Et ça, je crois que c'était un point très, très important, ce que vous avez fait, ce point-là, parce que c'est un petit peu vrai, c'est ce que je ressens en moi. Je crois que c'est, juste pour continuer un peu, je vais vous passer la parole. Oui. Non, si on continue avec la littérature, ce n'est pas comment on dit, mon domaine, merci. Mais c'est vrai que, par exemple, en Basque et au Pays Basque, on a les bersolarismois, bertsoak, et ça veut dire bersolarisme. Des improvisateurs. Art du berceau, discours chanté, rimé et mesuré à langue basque, mais qu'on fait improviser, oui. Improvisé. Et Madariaga, c'était un bersolari, et lui, en 1967, il a chanté devant un grand public des berceaux sur les Portugais et sur les Portugais qui sont passés clandestinement. Alors nous aussi, on a en basque un tout petit peu de littérature, mais vraiment en littérature très basque, très... bon, voilà. Oui. Mémoire orale. Ah, mais voilà, c'est mémoire orale. Oui, oui. Et voilà, c'est en 1967. Et bon, on a parlé aussi, ici, dans le film, on voit le passage, je ne sais pas si c'est pertinent de parler, mais le passage, et surtout, on voit les trains qui passent, non? Et les personnes qui ont le passeport. Et bon, les recherches que moi j'ai fait, et c'est plutôt par la montagne. C'est la montagne, c'est vrai, qu'il y avait des personnes en plus qui passaient à pied aussi la frontière d'Irun-Andaï en montrant comme ça un faux passeport. Il n'y avait que les couvertures et dedans il n'y avait rien. À l'époque d'Irun, il y avait beaucoup de travailleurs qui passaient vers Andaï pour aller autre part travailler légalement. Et voilà, entre eux, ils passaient comme ça. Bon. Ottilia, elle n'aimait pas ces méthodes-là. Elle disait qu'il fallait accompagner les Portugais pour les rendre où il fallait, ou à la gare, ou comme il fallait, non? Mais bon, moi surtout, je fais par la montagne. Et vous avez dit que, je ne sais pas qui, je crois que toi, et qu'ils n'étaient pas équipés. Surtout les passeurs avec lesquels je parlais, ils me disaient que surtout les femmes n'étaient pas prêtes non plus avec les vêtements. Et à moi, je crois que c'est quelque chose de très tendre aussi, parce que il me disait qu'elle partait avec les souliers à talons, non? Et moi, toujours, je pensais que, bien sûr, sûrement, c'était les souliers qu'ils mettaient les dimanches. Voilà. Et alors, elle portait les meilleurs vêtements. Et les hommes aussi, les pantalons un peu différents. Et il me disait à Etchalar que le passeur, il achetait des sandales aussi, parce qu'ils s'arrivaient, selon d'où ils s'arrivaient avec les souliers déchirés. Bien sûr, il y a de différents chemins. L'objectif, c'était de passer la frontière et par la partie la moins courte, mais la moins vigilée aussi. Vigilée, on dit surveillée aussi. Et il y avait des gens, il y a des témoignages qui disaient que ils sont arrivés à Pampelune. De Pampelune, un peu à des kilomètres, ils sont restés dans une ferme. Et après, ils ont commencé avec les passeurs, ils ont commencé à marcher, et ça a duré 3 jours. 3 jours, surtout la nuit. Hein. Et bien sûr, s'ils font Pampelune, Bastan,
Elizondo à peu près, et après Aldude, à l'autre côté. C'est un chemin long, dur, et surtout, c'était là physiquement très dur, mais je me mets dans sa peau et de ne pas savoir si le passeur il était comme il faut, de ne pas savoir combien il allait durer le chemin. Et ça c'est dur aussi. Ça, c'est très dur aussi. Mais s'ils arrivaient vers Etxalar, Vera de Bidasoa, de Saint-Sébastien vers Vera de Bidasoa, bon, dépasser la montagne vers Sar, et bon, il faut faire de la marche, oui, mais bon, quand même, bon, je sais pas. Mais c'est vrai que ces Portugais-là, s'ils n'étaient pas du nord, au nord, oui, il y a des montagnes, du Portugal à Galicia, mais toute la partie qui va vers Salamanca, Ciudad Rodrigo, tout cela, c'est plat. C'est plat, et alors ils n'étaient pas habitués à marcher. Oui. Et après, bon, vous avez parlé des tiques aussi, non, les tiques. Et en principe, voilà, il y avait une éthique de la contrebande et des passages de personnes aussi. Et bon, pas tout le monde était sur cette éthique-là, mais c'est vrai que tout le monde dans les villages savent les vieux, mais savent qui a travaillé comme il faut et qui a été un escroc. Et bon, nous, les Basques, ils disent qu'on parle très peu. Moi, je dis que non, qu'on est discret. C'est très différent. Hein? On est discret. Mais tout le monde savent. Et bon, moi, j'ai eu l'occasion, bon, avec des rapports avec les anciens contrebandiers. Et après, bon, j'étais connue parce que, bon, voilà, hein, ils savent qui je suis et tout ça. Et alors, ils me disaient, mais voilà, tel et l'autre. Et tu sais que, je ne sais pas qui, oui, on disait qu'il y a eu un viol. Et alors, voilà. Mais on sait, on s'était, mais on sait. Et parce que c'est vrai qu'au Pays Basque aussi, avec la dictature de Franco, oui, ça a duré 40 ans. Mais la mal nommée transition démocratique, ça a été 40 ans de plus. Alors, on ne pouvait pas parler non plus après la mort de Franco. Ma mère, elle va faire en novembre, le 4 novembre, 88 ans. Elle est très bien. Et toujours, elle aime beaucoup en plus parler de ça. Et elle dit, non, encore, mais comment tu veux qu'on parle? On ne pouvait pas parler, mais on ne pouvait pas parler pendant toute ma vie. C'est maintenant qu'on parle, mais voilà, mais on ne pouvait pas parler. Et quand on a pu parler, il y a eu aussi très peur de parler. Alors, je ne sais pas au Portugal, mais au Pays Basque, en plus, bon, le Pays Basque, elle a été encore plus frappé. C'est vrai qu'on a eu des convulsions terribles. Et alors, c'est assez compliqué. C'est pour cela que quand les contrebandiers ont commencé à parler, mais ça a été très bien parce que maintenant, on sait des choses que... Je crois qu'après, pour rebondir un peu sur cette question du silence, moi, j'irais un peu sur la question de la honte. Il y a une honte, alors en portugais on dit uma vergogne, une honte d'avoir fait ça, d'avoir aussi trahi la terre, d'être parti, pour certains d'avoir laissé toute la famille. Et pour rebondir un peu aussi avec la question des passeurs véreux, et il y a le très beau texte de cette fille de passeur qui a honte de ce que son père a fait, qui a profité de l'argent, voilà, des passages qu'il a effectués pour boire, pour aller voir les prostituées, et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a... Je pense que ça participe aussi de ce silence-là, entre la honte de ceux qui sont passés, la honte de ce qui a pu être fait,
ça rajoute, à mon avis, au poids des personnes pour parler de ça assez facilement. Enfin, peut-être, c'est une hypothèse. Deux questions. Je pense, quand je parlais du voyage qu'il faisait par la montagne, tout cela, avec la peur, la fatigue physique et la peur psychologique, je pense et je le crois vraiment qu'il faut dire à ces millions de Portugais qu'ils ont tout le mérite du monde. Et voilà. Et il faut être très conscient de tout l'effort. Premièrement, de contextualiser, comme tu as dit avant, c'est vrai, de mettre, de voir l'époque, de voir comment ils vivaient. Et la décision qu'ils ont prise, le pourquoi de cette décision-là, et là, dans le film, on voit, non, des cas. Et de faire tous ces voyages à l'époque, comme maintenant aussi, peut-être chapeau. Peut-être il y a une chose, pour rebondir sur la honte et sur le silence, etc., ce que tu dis, mais il y a une chose qui m'a un peu étonnée, qui toujours, et c'est une question que je pose là. Par exemple, quand on prend d'autres exemples de migration, qu'elles soient contemporaines avec les subsahariens, on lutte, je dirais nous, un grand nous général et utopique, pour ne pas séparer les migrants économiques des gens qui partent pour des raisons politiques. Par exemple, il y a 2 ans, du Mali, on pensait que c'était des migrants économiques. Aujourd'hui, on voit bien que du Mali, ce sont des gens qui fuient la guerre. Mais c'est la même chose en réalité. Les gens fuient sans savoir ce qu'ils fuient, mais ils fuient ou ils quittent ou ils partent pour des raisons qui, si elles ne sont pas immédiates, là, tout de suite, sont quand même liées à une guerre qui les dépasse et qu'ils ignorent. Bon, mais les Portugais, c'est la même chose. Quand ils quittent pour ne pas partir en Angola, d'une certaine manière, c'est une résistance aussi, même s'ils n'ont pas la conscience que c'est une résistance au fait d'essayer de se battre pour garder les colonies. Mais pourtant, ils partent pour ça. Et moi, la question donc, il y a une belle expression qui vient d'Algérie. Quand les jeunes partent d'Algérie, on dit qu'ils votent avec les pieds. Ça veut dire que c'est tes pieds qui te portent et c'est une manière de faire de la politique. Voter avec les pieds, c'est une expression et je ne sais pas si... je ne sais pas si c'est pas lié en fait à ce que vous nommez depuis tout à l'heure, voilà, autour du silence, de la honte, etc. Le fait de ne pas avoir construit, et je ne sais pas pourquoi, une histoire politique de cet exil portugais, de ne pas l'avoir construit comme aussi un exil politique, alors que c'est aussi un exil politique. Ce n'est pas un exil économique seulement. Et peut-être que c'est ça, en fait, que dans la représentation de l'exil portugais, on n'a pas. Et que c'est peut-être ça qui explique ce silence. Mais pourquoi ça ne s'est pas construit ? Est-ce que ce n'est pas en train de se construire aujourd'hui ? J'ai vu sur la table hier des livres qu'il évoquait, et je les ai feuilletés, et je les lirai davantage. Mais je pense que là, il y a un truc à penser et à raccommoder, en fait. On a tellement séparé, en fait. On est toujours encore là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, de moins en moins, puisqu'on voit bien aussi qu'il y a tout l'exil, tous les exilés climatiques aussi. Et donc, finalement, par l'exil climatique, on est en train de se rendre compte que le clivage entre les politiques et les économiques n'était pas pertinent. Mais s'il n'est pas pertinent aujourd'hui, il n'était pas pertinent dans les années 60 non plus. Il était pertinent dans le sens où il était aussi un clivage de classe à l'époque, dans les années 60-70, jusqu'à très tard. C'était les pauvres, les prolos qui partaient, et surtout les paysans. Et puis il y avait ceux qui s'exilaient pour des raisons idéologiques et qui étaient les classes moyennes. Et je pense au Portugal, c'était très clivé. C'est ce que tu disais, Christina, quand tu disais il y a Suarez qui est venu. Suarez, il fuyait pas la faim. C'était pas ça. Donc c'est pour ça que ce clivage il est resté si longtemps et qu'aujourd'hui il est remis en question, je pense à juste titre, parce que c'est parce que aussi la sphère intime est devenue politique et donc la survie est politique et ou les risques écologiques et même moi je dirais plus profondément par rapport au silence, par rapport à l'impossibilité à dire.
il y a quelque chose qui m'est apparu clairement quand j'ai fait mon premier documentaire là, pour France Culture, et que j'étais avec un vieux de la vieille, mon réalisateur avec qui je faisais le documentaire, et qui me disait, tu sais, il y a 30 ans, les gens ne savaient pas parler. Donc on prenait un temps fou pour arriver à leur faire dire quelque chose. Et je l'ai revu hier dans le documentaire du boxeur. Le boxeur n'a pas les mots. Il ne peut pas parler, en fait. Il n'a pas les mots, il ne sait pas dire, il n'a pas appris à dire. Alors qu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, dans la rue, etc., les gens ont tous une opinion sur tout, et parce qu'ils ont appris avec les médias, avec les réseaux, avec la télé, on imite la télé en permanence, on imite nos... Et en fait, aujourd'hui, on a accès à un langage qui est plus ou moins riche, mais il y a bien moins de problèmes à prendre la parole. Et quand on pense à la paysannerie, qu'elle soit au milieu des villages, que ce soit chez moi en Auvergne dans les années 60, ou au Portugal, ou en Bretagne, ou en Espagne, dans les montagnes, c'est des gens qui ne parlent pas, point, de quoi que ce soit. Et parler, c'est ne pas travailler de toute façon. Donc c'est l'oisiveté. C'est une honte de parler, de toute manière. Et parler de quoi? L'idée même de victime n'a pas de sens. C'est un truc qu'on a inventé il y a 20-25 ans, être une victime. C'est très très récent. On continue et on avance, et avec cette espèce de bon sens un peu borné de paysan, quoi. De toute façon, on ne parle pas, ça ne sert à rien. Et on le revoit dans l'émigration arménienne, par exemple. À Marseille, on n'en parle pas. On ne parle pas du génocide. Ça ne sert à rien. On avance, on oublie. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. On va d'abord faire sa maison. On va d'abord construire ses murs. L'histoire du génocide, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui l'histoire de la Shoah, parce que c'est l'histoire d'intellectuels juifs qui ont émigré à temps dans les années 30 et qui ont pu raconter l'histoire de la Shoah. Les intellectuels arméniens, ils ont été tous liquidés en 1915, en juin 1915, avant pendant ces 3-4 mois de génocide. Enfin, qui a continué ensuite. Et il faut des gens pour raconter. Demander à des paysans de raconter leur histoire, qui sont partis comme ça, et qui sont partis jeunes, qui étaient des... Voilà. C'est aussi ça, le silence. Le silence, il est universellement aussi... Il est compliqué, parce qu'en fait, c'est un truc récent de parler. Oui, je suis d'accord, mais aussi l'autre cara de la moneda, l'autre partie, non? Que je pense qu'on ne parle pas suffisamment, c'est-à-dire, et dans les familles, on n'en parle pas. On ne dit pas les choses qui passent ou les choses qui sont passées, et de, voilà, avec les enfants, et puis de parler, de rester et parler, et de conter des choses comme ça, ma grand-mère ou l'autre, de parler. Moi, je crois que dans les familles, bon, premièrement, beaucoup de familles ne mangent pas ensemble, non, parce que les enfants ils mangent à la cantine et les parents ils font ce qu'ils peuvent. Et deuxièmement, quand on arrive à la maison, quand ils arrivent à la maison, tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé, comme ça. Alors, on fait ce qu'on peut, et voilà, et on se couche, et le lendemain, c'est la même chose. Et je crois qu'on ne prend pas, mais nous, le temps de parler. Moi, je me souviens quand c'était les fêtes des tchalars du village de mes parents, je me souviens qu'on mangeait et après on restait la sobremesa et on parlait ou les enfants, on écoutait ce que les autres ils disaient.
Et des fois, bon, on parlait, et d'autres fois, ils nous disaient, bon, tais-toi, mais tu dis des bêtises, bon. Mais on était là-bas. Et je ne sais pas à quel point, aujourd'hui, on est... Il faut... Tu veux dire que il tu faut as l'impression pas- qu'on parle bien moins aujourd'hui qu'avant? Oui, Moi, j'ai l'impression radicalement du contraire. voilà. Là-dessus. Ou sinon, peut-être sont les deux choses. Mais et si on parle après, bon, les informations qu'on a, ils sont tellement, comment on dit, on ne confronte pas, mais même les journalistes comme ça, on sait la même chose de toutes. On dit la même chose. Après, dans oui, voilà. Après, les par rapport à la télés, qualité de ce qu'on dit, oui, là, à ce niveau-là, peut-être que tu as raison. C'est-à-dire Et qu'il y a des pourquoi choses qui s'échangent après les repas. Je pense à Broderie de Marjane Satrapi, où elle raconte dans la société iranienne comment, après le repas, les femmes se racontaient leurs histoires sexuelles d'ailleurs, souvent. Et elle en a fait ce livre magnifique qui s'appelle Broderie. Et il se disait des choses extrêmement importantes, extrêmement intimes. Il y avait les histoires de cuisine en Russie soviétique qui racontaient énormément et de façon politique le monde. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a accès à une expression, une profusion d'expressions, donc qu'on imite, que ce soit sur nos réseaux sociaux, etc. Mais fondamentalement, peut-être il y a certains sens de ce qui est nécessaire à dire qui n'est pas forcément évoqué. Et bon, au niveau de la qualité, mais au niveau de la quantité, certainement qu'on a une facilité à parler aujourd'hui et que nos enfants ont une facilité à parler qu'avant nos anciens. Moi, je me rappelle mon grand-père, ça avait même pas de sens de parler pour lui. Mon père, j'essaie des fois de lui demander comment c'était dans ton village à la Chapelle-Agnon. Il voit même pas pourquoi je lui demande ça, quoi. Vraiment. Je pense que là, on rentre sur un autre grand débat. une seule chose. Hein. Et moi, je suis enseignante. Et alors, quand j'entends dire ah, mais à l'école, il faut que les professeurs à l'école, mais tout il faut faire à l'école, hein, tu sais, tout. Et alors je me dis, ben non, à l'école, il faut faire ce qu'il faut faire, mais les familles, les parents, les grands-parents, tout le monde a une responsabilité envers ces enfants-là. Et une des responsabilités, c'est la transmission orale de ce que c'est l'histoire de cette famille, les choses qu'ils savent. Et c'est très, très, très important, à mon avis. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Donc, je vais faire des remerciements à la fin, ce qui est pas mal quand même. Donc, remercier Cristina Rubalo, qui a été à l'initiative de cette saison France-Portugal, à toutes les personnes qui sont venues et qui assistent et qui vont continuer d'assister. Et je vais aussi remercier l'espace Manès France qui nous accueille dans de très bonnes conditions et qui enregistre et qui nous a permis aussi la projection du documentaire. Merci.